J'invite Christophe Barbotin, conservateur aux antiquités égyptiennes de longue date et particulièrement intéressé par la pensée égyptienne. Et c'est ce qu'il va nous partager aujourd'hui dans sa communication. Merci. 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 Bonjour, alors nous allons faire un retour en Égypte et aborder une problématique qui est assez différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. En 1986, André-Georges Fischer écrivait « L'art égyptien est tout entier hiéroglyphique ». Cela signifie que les hiéroglyphes ne se trouvent pas seulement dans les textes, mais qui sont également tapis dans la jungle des images que les Égyptiens nous ont transmises, étant donné le lien consubstantiel entre images et hiéroglyphes. Il nous appartient donc de débusquer ces hiéroglyphes cachés, de les identifier et de les comprendre comme un déchiffrement en constante évolution. Il se trouve que j'ai découvert l'un d'entre eux il y a près de 15 ans, à l'occasion du cours que je faisais à l'École du Louvre sur la pensée égyptienne de l'image. Pendant les années qui ont suivi, j'ai peu à peu dévidé la pelote au hasard des rencontres que permet la recherche, tant et si bien que le dossier n'a cessé de s'enrichir jusqu'à la dernière étape, atteinte il y a quelques mois seulement, la princesse Karo Mama. Je vous propose donc de vous présenter cette enquête au long cours par la fin, en commençant par la fin, puis nous remonterons ensemble à la source de la question afin d'en dégager les tenants et aboutissants. Ces statues que vous avez sous les yeux, l'un des plus beaux bronzes égyptiens conservés au monde, fut acheté par Champollion à Alexandrie en 1829 pour le compte du musée égyptien du Louvre, comme on disait à l'époque, qu'il venait de créer. Haute de 59 cm avec le socle, incrustée de 4 alliages métalliques différents dans une technique éblouissante, elle représente Karo Mama, fille du pharaon Osorkon II de la 22e dynastie, qui vécut entre le milieu et le dernier quart du IXe siècle avant notre ère. En tant qu'adoratrice du dieu, elle était grande prêtresse du dieu Amon de Karnak et en même temps son épouse consacrée. Elle tenait originellement un cistre dans chaque main à l'intention d'une divinité censée lui faire face. Elle provient sans le moindre doute de la région thébaine, d'après les critères internes au monument. Alors, un observateur non averti qui contemplerait ce chef-d'œuvre aurait l'attention immédiatement attirée par deux aspects, au premier abord. Par le visage d'abord, étant donné la finesse de son dessin et la délicatesse de son regard, et par le collier ensuite, qui apparaît comme un éblouissement d'or sur la poitrine. Cette pièce d'orfèvrerie exceptionnelle est tellement prégnante qu'il se trouve qu'elle n'a assez peu attiré l'attention depuis 2 siècles que nous connaissons la statue. Et là, c'est la caractéristique du danger de l'évidence. Elle se présente comme un tapis d'or qui moule étroitement les épaules et le buste de la dame. Pas moins de 8 rangs d'ornements se succèdent en ordre concentrique, séparés chacun par un double fil en or. Si on part du cou vers l'extérieur, on a un rang de motifs géométriques, puis des volutes enserrant des palmettes, des pétales de fleurs verticaux, des rosettes, probablement des fleurs de nénuphar, des pétales à nouveau, des rosettes dans un fil entrelacé, et enfin des corolles de lys épanouies d'où jaillissent 3 éléments discontinus qui ressemblent à des rayons. L'arrière suit évidemment la même distribution, mais on y observe en plus le contrepoids du collier qui est inscrit aux cartouches de Karo Mama. Alors, je vais voir si je sais me servir du pointeur, mais oui, voilà, ici. Ainsi que les 2 fermoirs en forme de tête de faucon. Ces éléments, étant assez habituels pour les colliers en général, ils sont peut-être l'une des raisons pour lesquelles celui-ci est passé relativement inaperçu. Cette pièce, le collier, se distingue en effet des colliers larges ou serres en égyptien ordinaire, à la fois par sa forme enveloppante, puisqu'il enserre tout le buste et l'arrondi des épaules, et par sa composition presque exclusivement florale. Alors voyons s'il en existe d'autres exemples sur les bronzes de la 3e période intermédiaire. Voici un grand bronze de femme conservé au Louvre, et on voit que malgré son mauvais état, elle porte un collier qui lui enserre le cou. Ce collier reste cantonné à la poitrine, il ne déborde pas sur les épaules et comporte les rangées de perles habituelles. Il s'agit là d'un simple collier Housser, large. Housser voulant dire large en égyptien. Autre exemple, ces statues de femmes conservées à Berlin, un petit peu plus récent puisqu'il date de la 25e dynastie. Ce bronze aussi arbore un collier à 4 rangs de perles fines, sans débord sur les épaules et sans fleurs. Donc là aussi, c'est un collier Housser traditionnel.
Autre exemple en version masculine, cette fois, la statue de Padiamon de la 25e dynastie, conservée au Louvre. Donc lui aussi se contente, vous le voyez, d'un collier au ras du cou qui est encore plus resserré que sur les exemples précédents. Plus proche de Karomama par le temps, ce buste d'homme conservé au British Museum, qui est daté entre les 22e et 24e dynasties, porte lui aussi un collier au ras du cou, à 3 rangs. Alors vous allez me dire, Karomama étant princesse, eh bien il faut peut-être chercher chez les rois ou les reines de son temps. Eh bien d'accord, si vous voulez. Voici donc le roi Pami, qui veut dire le chat en égyptien, conservé au British Museum. Un roi de la 22e dynastie, par conséquent quasiment contemporain de Karomama. Et si on regarde le collier, à nouveau, on trouve un collier traditionnel à 3 rangs qui ne déborde pas. Alors si on ne trouve rien en rhombos, voyons si on trouve des choses en 2 dimensions. Sur ce sarcophage d'Imen Aminet au Louvre de la 21e dynastie, on voit ici le défunt avec un collier Houssair traditionnel. Il semble donc, en première analyse, que les investigations à la 3e période intermédiaire fassent chou blanc. Il nous reste à élargir le cercle des recherches pour trouver des parallèles sur l'ensemble du champ chronologique égyptien et déterminer si cette pièce d'orfèvrerie est unique ou si, au contraire, elle se rattache à une tradition plus ancienne. Or, il arrive parfois que lorsqu'on cherche, on trouve. Et justement, ce buste d'Akhénaton en est la preuve, acheté en 1906. Akhénaton, nous sommes là 5 siècles avant Karomama. Outre le traditionnel couronne bleue, reprèche en égyptien, il porte, vous le voyez, un immense collier enveloppant. Voilà, un immense collier enveloppant qui lui moule à la fois la poitrine et les épaules comme s'il s'agissait d'un tissu. Vous remarquerez aussi quelques traces de peinture que l'on devine encore et qui attestent qu'il était multicolore. Au cas où on aurait un doute sur le côté pictural de ce collier, il se trouve qu'il a un frère jumeau. Je n'en ai qu'une mauvaise photo noir et blanc, je m'en excuse, mais vous pouvez le restituer mentalement. Un frère jumeau conservé à Berlin, découvert à Amarna dans l'atelier du sculpteur Toutmoses. Le visage est très endommagé, mais il a conservé une grande partie de ses couleurs qui attestent le caractère multicolore. On voit ici que ce très grand collier enveloppant est constitué de 3 rangs de perles et de filets de séparation, marqués par un large trait bleu foncé. Si on poursuit les recherches dans l'iconographie royale amarnienne, on s'aperçoit que ce grand collier enveloppant revient régulièrement. Ici, sur un petit bronze du Walters Art Museum de Baltimore. Le roi porte un collier de 4 rangs qui couvre le buste et les épaules. Encore plus spectaculaire, le fameux groupe du Louvre, dit groupe Curtis, d'après le nom du collectionneur qu'il a donné au musée. On y voit le roi et la reine portent chacun un collier extrêmement débordant qui tombe jusqu'à la mi-épaule, à plusieurs rangs multicolores, à 5 rangs multicolores, à dominante rouge pour la reine et bleu pour le roi. Continuons la colligraphie royale amarnienne. À Berlin, statuette en bois polychrome, on trouve le collier un petit peu plus resserré cette fois-ci, mais encore très large, avec un large rang de pétales de fleurs qui limite le collier en bas. Le plus étonnant, c'est que ce type de collier se rencontre aussi sur les personnages les plus modestes. Voici par exemple cette petite dame du Louvre, qui provient sans doute de Médinat El Gourab, et qui se présente à nous dans le plus simple appareil, sauf le collier, très large, comme ce qu'on a vu précédemment, qui englobe une partie des épaules. Et encore plus surprenant, cette petite statue minuscule qui représente un nain au pied beau, qui est conservé au Louvre, qui provient probablement d'Amarna, il a été acheté en 1918. L'emplacement du collier enveloppant est bien visible par la trace noire qui subsiste, c'est la résine noire qui servait à coller la feuille d'or dont il subsiste quelques traces sur l'arrière. Ce très grand collier est nettement plus rare dans l'iconographie amarnienne en 2 dimensions, mais on en trouve tout de même quelques exemples. Dans la tombe de Toutou, à Tel El Amarna, vous avez ici Akhénaton sur sa fenêtre d'apparition, qui arbore l'ornement, vous le voyez, donc le collier est ici, qui est bien distinct de l'or de la récompense qu'il attribue à son fidèle serviteur. Encore plus intéressant, dans la tombe d'Ani, à Tel El Amarna, c'est le dignitaire lui-même qui porte le grand collier enveloppant. Et ce qui est très intéressant, c'est que par-dessus, il porte les chaînes de l'or de la récompense, qu'on appelle le collier Chebiou. Cette image confirme parfaitement que le collier enveloppant est une entité particulière qui est distincte de cet autre collier qui est l'or de la récompense.
Et enfin, dans la tombe de Panhési, toujours à Tel El Amarna, le défunt porte le collier Ousser ordinaire, qui est ici, et en dessous, le grand collier enveloppant. Ça, c'est la preuve définitive qu'à l'époque amarnienne, ce grand collier enveloppant ne se confond en rien avec le collier Ousser traditionnel. C'est autre chose. Le fait que cet élément iconographique soit si répandu et concerne tous les humains, depuis le pharaon et la reine jusqu'aux simples serviteurs, en passant par les plus hauts dignitaires de l'État, montre qu'il véhicule un facteur commun à tous ces sujets. Or, le facteur commun par excellence à l'époque amarnienne, vous le savez, c'est le soleil. La réponse se trouve dans la tombe de Mérirée. Cette scène est unique et capitale. En haut à droite, le soleil, le disque solaire traditionnel. En dessous, 2 halos emboîtés, constitués de plusieurs rangs multicolores et concentriques. Des rangs qui sont fermés à leur extrémité. Ici, là, le dessin d'origine est conservé. Et enfin, l'ensemble se termine par des rayons traditionnels, à l'époque amarnienne, terminés par des mains, dont l'une distribue le signe Ankh, la vie, au roi. On comprend ici que, d'après cette image, que ce que j'appelais jusqu'ici, et faute de mieux, le collier enveloppant, est en fait un hiéroglyphe qui détermine la lumière solaire. Chez Mérirée, dans cette image, ces colliers signifient la définition de la lumière en soi. Ils sont complétés par le principe actif de la lumière, constitué par les rayons terminés par des mains. Principe actif, puisque ces rayons font voltiger, vous le voyez, les vêtements du roi, ils voltigent non pas sous l'effet du vent, mais sous l'effet du principe actif de la lumière. Une autre scène de la tombe de Mérirée permet de préciser le concept. Le couple royal se penche à la fenêtre d'apparition pour distribuer des récompenses, tandis que sous la corniche qui sert d'appui se déploie un immense collier de pétales de fleurs, ici, multicolore par définition. Et on comprend maintenant que ce collier sert à signifier la lumière émanant du couple royal en tant qu'image d'Aton sur Terre. L'iconographie nous permet donc d'établir l'équivalence du collier enveloppant et multicolore avec la lumière du soleil. Il apparaît ainsi que ce collier, au moins à l'époque amarnienne, on verra après, n'est pas un objet, comme les colliers Ousser et Chebiou, mais un idéogramme, un hiéroglyphe à part entière, d'où sa présence ici aujourd'hui, qui exprime le bénéfice que tire le sujet du rayonnement solaire dont son buste et ses épaules sont inondés. Cet idéogramme du collier solaire, appelons-le ainsi désormais, donne au statue figure une profondeur nouvelle que l'on ne soupçonnait pas auparavant. Mais ce n'est pas tout. Quelques sources écrites, en hiéroglyphes habituels, celles-là, vont nous faire toucher le cœur de la conception que les Égyptiens se faisaient de la lumière. Voici cette magnifique statue du portier Piaille, conservée au Louvre et qui date de l'époque post-amarnienne, donc dans les décennies qui suivent l'Akhénaton. Le côté gauche de son appui dorsal est couvert d'une formule d'offrande exceptionnelle par les emprunts qu'elle fait à des hymnes à Amon, créateur du monde. Je vous cite la traduction, le début de la traduction. « Veuille le roi accorder une offrande à Amon-Ré, seigneur détrôné de terre qui préside à Karnak, couleur accomplie, Yun-Nefer en égyptien, qui est advenu d'elle-même, le grand Dieu Seigneur du ciel qui a créé le ciel, la terre et l'eau sur les montagnes. La couleur, Yun en égyptien, est donc équivalente à la lumière du soleil, créateur de l'univers. Là, nous avons la transposition du spectacle concret et familier, offert tous les jours par l'aube, qui, pendant quelques instants, semble embraser la montagne occidentale de rose et de pourpre, un peu comme l'aurore aux doigts de rose de la poésie homérique. Le texte de Piaille fait écho au grand hymne à Amon du papyrus Leid 1.350, qui énonce, je cite, « Amon qui s'est façonné lui-même, couleur accomplie, Yun-Nefer, qui s'est manifesté en aspect inaccessible. » Tandis que le papyrus de Berlin 3049 précise que Amon est Asha Inu, aux couleurs innombrables. Couleur, au pluriel, égale lumière du soleil. Les Égyptiens, par des voies purement hiéroglyphiques et dans la cohérence de leur propre pensée par l'image, étaient donc parvenus à la même conclusion que nous, modernes, qui nous fondons sur les lois de la physique. On peut dire que c'est une belle rencontre. Soit dit en passant,
ce constat induit des répercussions considérables pour notre approche de l'iconographie pharaonique. Le soleil qui plane dans l'axe des temples, par exemple, le faucon d'Edfou, représenté ici sous forme d'un disque ailé, est dit, entre autres, Sab-Shut, au plumage multicolore, car on comprend désormais qu'il exprime, par métonymie, la lumière du ciel dans lequel il plane. Cette bigarrure proclamée n'a rien à voir avec la réalité, puisque, vous le savez, le faucon dans la nature présente un plumage brun avec un peu de blanc qui n'a rien de chatoyant. Pensons aussi, dans un autre ordre d'idées, aux guirlandes de fleurs déposées dans les sarcophages de Toutankhamon. L'une de leurs fonctions, au moins, était certainement d'exprimer par la couleur la lumière promise au pharaon outre-tombe. On a vu que plusieurs exemples de colliers solaires étaient effectivement constitués de pétales de fleurs. Ce hiéroglyphe du collier solaire multicolore, parce qu'intimement lié attaché à la religion d'Akhénaton, semble tomber dans l'oubli au temps des Ramsès. Quelques signaux attestent cependant qu'il demeure sous-jacent dans l'iconographie égyptienne durant cette période. Le colosse de la reine Méritamon sur Ramsès II à Akhmim montre ainsi un collier extraordinairement large qui englobe une partie des épaules. Tandis que cette même reine Méritamon, sur son buste trouvé au Ramesseum, dit buste de la reine blanche, arbore le même collier, en plus avec une couleur jaune, solaire par définition. Ces deux statues, bien sûr, ne sont que des jalons. Je vous avoue franchement que je n'ai pas eu le temps de mener l'enquête pour la seconde moitié du Nouvel Empire, mais je suis sûr qu'on en trouverait bien d'autres témoins. Parce que le fait est là. À la troisième période intermédiaire, il y a résurgence. À la 21e dynastie, ici, sur cette vignette peinte sur le cercueil de Soutiémès au Louvre, nous avons ici la scène classique de Chou marchant sur le dieu terre Geb, soutenant la déesse ciel Nout. Chou est une entité construite sur une racine signifiant vide, ce qui a permis de faire de lui le hiéroglyphe divin de l'immatériel, donc de la lumière, et parfois de sa contrepartie, l'ombre. Or, il porte au cou, et ça c'est un détail très rare, un énorme collier rouge qu'on retrouve aussi sur le cercueil de Boutéamon au Caire. Ce collier rouge est évidemment un avatar de notre collier solaire. Chou est ici un hiéroglyphe de la lumière en tant que principe actif qui sépare le ciel de la terre. Il y a même une très curieuse variante de cette scène, ici sur le cercueil d'Iménéminette qu'on a vu tout à l'heure. Chou, dans ce cadre-là, est remplacée par Isis, qui soutient le ciel. Elle porte un collier de même forme, mais cette fois-ci, c'est un collier floral, mais qui est repris également sur le neutite qui la soutient. Il y a encore plus déterminant. Les cercueils de la 22e dynastie, par conséquent contemporains de la princesse Karomama, intègrent le collier solaire dans la structure même de leur décor. Voici le cercueil de la dame Tanetmit, celle qui appartient à la chatte, au Louvre. Un immense collier limité en bas par des pétales de fleurs, voilà le collier, les pétales de fleurs, s'étale sur la poitrine de la défunte en lui couvrant les épaules, comme naguère les statues amarniennes. En dessous plane le soleil ailé d'Edfou, ici. Par ce double hiéroglyphe, la dame bénéficie du rayonnement solaire après sa mort. Et là, nous avons la correspondance, et j'insiste sur ce mot, correspondance plastique de certains textes funéraires qui évoquent le soleil se posant, je cite, sur la poitrine, shenbit en égyptien, ou sur le cadavre du défunt pour le régénérer. Encore plus frappant, et dans le même esprit, c'est sur cette couverture de momie, qui est donc la protection au plus près du corps, au Louvre, d'un certain Mereri Menna. Le collier floral ici est hypertrophié, il descend jusqu'à la taille, il est délimité par une frise de grands nénuphars, et en dessous, à nouveau, le soleil ailé. Cette iconographie se poursuit avec quelques adaptations jusqu'au 25e et 26e dynastie. Vous avez là sous les yeux le cercueil d'une dame Oudjarénès, au Louvre encore. Le collier solaire surmonte une image de la déesse Nout, c'est-à-dire le ciel. Donc le soleil la lumière se trouve au-dessus du ciel, parce qu'il faut savoir que pour les Égyptiens, le soleil est placé au-dessus du ciel et non pas en dedans. Il y a des textes qui le précisent. On voit donc que le collier de notre belle princesse Karomama, ce tapis de fleurs qui lui couvre la poitrine et les épaules, s'inscrit dans un mouvement de résurgence du hiéroglyphe du collier solaire. Et au cas où vous douteriez encore de sa signification, au moins pour le premier millénaire, je vous répondrai par la stèle de Taperet,
qui est conservé au Louvre, qui date entre la 22e et la 25e dynastie. Vous avez le dieu Ré, coiffé du soleil, qui est en train de bombarder littéralement la dame Tapérette de rayons en forme de fleurs de lys multicolores. Revoilà les fleurs sous forme multicolore, signifiant la lumière. C'est-à-dire que cela constitue le parallèle exact du dernier rang du collier de Karomama, où nous avons des corolles de lys ouvertes, d'où s'échappent des rayons. On ne saurait rêver comparaison plus lumineuse, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. Nous savons désormais que le collier de Karomama, qui est représenté comme un véritable objet, puisqu'il a un fermoir et des fermoirs et un contrepoids, est en même temps le hiéroglyphe du rayonnement solaire dont bénéficie la statue. Or, ce hiéroglyphe entre en résonance avec un second hiéroglyphe, bien connu celui-là, sur lequel ma collègue Florence Gombert a récemment et à juste titre attiré l'attention, le faucon. On voit en effet, enfin j'espère que vous voyez ici, au niveau de la taille, une tête de faucon, d'où partent deux ailes immenses qui font 2 fois le tour du corps de la dame. Le faucon, Hor en égyptien, le soleil des Tfous, c'est à la fois le soleil et le ciel par métonymie. C'est lui qu'on a vu planer au plafond des temples. Il vient donc compléter et renforcer le hiéroglyphe du scollier dans la détermination solaire de la statue. Or, une telle construction iconographique, collier plus soleil, ici sous forme d'un faucon, n'a rien d'exceptionnel à l'époque qui nous occupe. Et pour vous en convaincre, j'ai mis à même échelle Karomama et un cartonnage de momies parmi tant d'autres, ici au nom d'un certain Orpar Hered au Louvre. Vous observez l'étroite symétrie de construction entre les deux objets. Le cartonnage porte sur les épaules le collier solaire et en dessous, le soleil lui-même représenté 2 fois, sous sa forme nocturne, à tête de bélier, sous sa forme diurne, à tête de faucon. Exactement comme Karomama est 2 fois entouré à un collier, le collier solaire, et 2 fois entouré par les ailes du faucon. Dans l'un et l'autre cas, le sujet est baigné de soleil en écho au texte funéraire que j'évoquais tout à l'heure. Alors, l'interrogatoire de Karomama ne saurait passer sous silence les hiéroglyphes explicites qui en couvrent le socle. Peut-être vont-ils compléter et enrichir les données iconographiques. En tout cas, je l'espère. La statue fut en effet dédicacée par un très haut et très puissant seigneur, le prêtre père du dieu, directeur du trésor et chambellan de la maison de l'adoratrice du dieu, Yah-en-Tefnart. Malheureusement très très dégradé, comme vous le voyez, le socle conserve par chance une partie de l'inscription qui nous concerne, celle qui se rapporte à la statue elle-même. En voici ma traduction d'après la copie de Carl Jansen-Vinken, que vous avez sous les yeux, qui elle-même reprend le relevé d'Hélène Jacquet-Gordon en 1967. Pa sep sejeb renen henut iemahut netchernet imen. Action de rendre durable le nom de ma souveraine, donc la dame Karomama, dans le temple d'Amon. Seaha eni répite tout imat. J'ai érigé une statue féminine magnifique de grâce, donc par sa grâce. Et ensuite, vous le voyez, il y a une très longue lacune. Or, le terme répite, ici, voilà, désigne spécifiquement une statue féminine. Et c'est une chance, que nous savons par conséquent que le texte se rapporte précisément à la statue que nous avons sous les yeux. Nous allons donc pouvoir chausser des lunettes antiques et analyser ainsi la perception que l'on avait de cette statue il y a 2900 ans. Cette statue répite est dite toute imat. Toute imat. Alors toute. Toute, c'est une racine qui signifie à la fois rassembler les qualités d'un sujet et par voie de conséquence ressembler à ce sujet. En rassemblant les qualités, on devient ressemblant par nature. D'où l'emploi très fréquent du mot toute pour désigner les images en général, les statues en particulier. Toute signifie également beau, magnifique, puisque la réunion des qualités et la ressemblance qui en découlent constituent en soi des notions positives pour les Égyptiens. Imat, enfin, signifie aimable, gracieux. Ce pourquoi l'éditeur, vous le voyez, a proposé de restituer le signe du papyrus qui représente l'abstrait. En début de lacune, donc, restitution de ce signe. J'ai donc spontanément traduit, à la suite de mes prédécesseurs, statue féminine magnifique par sa grâce. Mais vous sentez bien qu'il y a là-dedans quelque chose qui ne colle pas. Cela sent à plein nez le XXIe siècle européen. C'est vrai que pour nous, la princesse Karomama est bien mignonne. Mais dire cela
c'est un jugement subjectif, porté par l'observateur sur l'apparence d'un objet qu'il aurait devant lui. Et ça, c'est la perspective moderne. Et la perspective moderne, ce n'est pas égyptien. Enfin, pas rarement. Que Karaumama fût mignonne ou pas, n'avait aucun intérêt du point de vue égyptien dans le cadre d'une statue cultuelle. Ce qui comptait pour les anciens, c'était que la statue remplit là où les fonctions qui lui étaient attribuées. Et ça, c'est de l'aspective, le mode de pensée égyptien. Pour trancher la question, il faut donc recourir à la Bible des égyptologues, héritière des travaux de Champollion, le Wörterbuch der ägyptischen Sprache, le grand dictionnaire de Berlin. Et là, effectivement, on trouve un mot imat, ici, déterminé par l'abstrait, qui veut dire aimable, digne d'être aimé, gracieux. Mais si on regarde bien, regardez, qu'est-ce qu'on voit en dessous? Un autre mot, imaou, déterminé par le soleil rayonnant. Vous l'avez compris, c'est évidemment cette acception, ce mot imaou signifie Glanz der Sonne, ça veut dire l'éclat du soleil. L'éclat du soleil. Vous l'avez compris, c'est évidemment cela, cette acception de la racine que l'on doit retenir pour rester en cohérence avec l'ensemble de l'iconographie de la statue et ne pas trahir la pensée antique. Ce n'est pas le signe de l'abstrait qu'il faut restituer en lacune, mais celui du soleil rayonnant. Maintenant que je sais ça, je peux vous proposer une traduction mise à jour. J'ai érigé une statue féminine magnifique par son rayonnement solaire. Et en effet, la statue de Karaumama ruisselle de soleil des épaules jusqu'au bas des jambes. Elle redevient alors profondément égyptienne. Voici en rouge le générique qui marque la fin des films égyptiens antiques. Youes pu Nefer Amhetep, qu'on peut traduire grosso modo par « mener à son terme comme il faut ». Cette excursion que je viens d'esquisser à travers le temps et les formes rappelle combien l'approche d'une culture aussi éloignée de la nôtre que celle de l'Égypte pharaonique s'apparente à un déchiffrement permanent, mais un déchiffrement toujours guetté par le piège de l'anachronisme et du contresens culturel. Ce processus de déchiffrement vise à cerner la cohérence et la logique propre à la pensée antique, en établissant chaque fois que possible des ponts et correspondances entre les formes multiples qu'a prises cette culture, formes écrites, formes matérielles, formes historiques, car ce sont bien les mêmes individus qui ont créé, vécu et pratiqué une telle diversité. Les correspondances, maître mot de la recherche, selon moi, en histoire ancienne. Nul doute que s'il l'avait voulu, Charles Baudelaire eût été le meilleur égyptologue de son siècle. Et sur ce, je vous remercie de votre patience.